L'heure de Ferry, ravi de vous retrouver comme tous les samedis à 12h50. Luc Ferry, bonjour. Bonjour Marie. Ravi de vous retrouver après effectivement 2 semaines où on ne sait pas, où nous n'avons pas conversé ensemble, oui. Parce que l'actualité était aussi avec le pape d'ailleurs, on va en parler longuement. Hein. Les obsèques du pape, c'était il y a tout pile une semaine. Prenons le temps ensemble parce que tout va vite, très vite, parfois trop vite. Et partagez avec vous votre regard aiguisé sur l'actualité et ses conséquences. Le pape justement, il y a une semaine, ses obsèques avaient lieu au sein de la basilique Saint-Pierre. Le Vatican d'ailleurs a installé, vous allez le voir sur cette image, une cheminée au sommet de la chapelle Sixtine en vue du conclave qui va débuter le 7 mai prochain. Et avec vous, l'envie de disserter, d'échanger autour du christianisme et de se poser cette question, ce que nos démocraties aujourd'hui doivent au christianisme, qui en constante évolution, eh bien, ont cimenté, vous dites, toute une partie de nos démocraties. Et j'avoue que j'ai travaillé sur le sujet et je l'ignorais, ou en tout cas peut-être pas de manière aussi limpide. Nos démocraties doivent quasiment tout au christianisme. Hein. Et donc, la plupart des athées ne le savent pas ou pensent le contraire, parce qu'en effet, l'Église, évidemment, a beaucoup milité pour garder ce qu'on appelle des régimes théocratiques, c'est-à-dire des régimes religieux. Mais la vérité, c'est que le message du Christ lui-même, quand on lit les évangiles de près, c'est un message qui est à l'origine de tout ce qu'il y a de grandiose dans nos démocraties européennes. Alors, je vais vous indiquer quelques idées. Juste un petit détail. Benoît XVI m'avait demandé d'écrire avec son ministre de la Culture, le ministre de la Culture donc du pape, le cardinal Ravasi, un livre que nous avons écrit ensemble à 4 mains, qui est sorti en italien et en français en même temps. Et justement, sur ce sujet-là, quelle est la signification du message de Jésus pour les non-croyants? Et Benoît XVI m'avait choisi comme interlocuteur, puisque je ne suis pas croyant, avec son ministre de la Culture. Et vous aviez travaillé avec le pape? J'ai travaillé avec le ministre de la Culture, pas avec le pape, mais le ministre de la Culture m'a immédiatement appelé, donc le cardinal Ravasi, qui est le président du Conseil pontifical pour la culture. C'est le titre exact, mais c'est le ministre de la Culture du pape. Donc je suis allé au Vatican, j'ai passé 6 jours au Vatican, avec d'ailleurs ma femme qui, elle, est chrétienne. Mais avec l'objectif de s'exprimer et aux non-croyants. Aux non-croyants. Je vous explique ça, parce que c'est pas pour vendre mon livre, là, ça me rapporte même pas 50 centimes par livre, c'est pas ça. Mais c'était passionnant, parce que... la démarche, c'est ça. La démarche était absolument passionnante, parce que Benoît XVI avait cette idée, vous savez, il avait ouvert le dialogue interreligieux, non pas œcuménique, ne confondons pas, et interreligieux. Œcuménique, c'est à l'intérieur de la chrétienté, c'est avec les protestants, par exemple. Là, c'est interreligieux, donc avec les juifs, avec l'islam. Et donc, Benoît avait ouvert ce dialogue interreligieux. Et après, il a eu cette idée d'ouvrir le dialogue avec les non-croyants. Quelle est la signification du message de Jésus pour un non-croyant? Et ça s'appelait le parvis des gentils. C'était, l'Église a toujours son jargon. Et donc, on a beaucoup travaillé avec le cardinal Ravasi. J'ai rencontré un homme, d'ailleurs, absolument passionnant, extrêmement intelligent. Seul défaut, il ne parle pas un mot de français, ni d'allemand, ni d'anglais. Donc, c'était la communication en latin et en grec, très moyenâgeux. Bon. Et ChatGPT n'était pas encore... ChatGPT n'existait pas à l'époque. N'existait pas encore. Donc, mais bon, un Italien qui parle lentement, un Français qui a fait 20 ans de latin et qui connaît l'Évangile en grec peut comprendre. C'est compréhensible. C'était anecdotique, ça. Mais c'était amusant, parce que c'est un homme absolument charmant, très, très intelligent et passionnant. Et donc, ce livre, nous l'avons publié ensemble. Et je reviens maintenant au fond du sujet, mais ça fait partie du livre. C'est la première chose qu'on doit à la chrétienté et au Christ, c'est la laïcité, paradoxalement. C'est la fin du théologico-politique. Très paradoxalement. Mais bien sûr, parce que les athées pensent tous le contraire. Ils pensent que c'est le même problème qu'avec l'islam ou le judaïsme, mais non, pas du tout. Complètement contre-intuitif, vous nous l'accordez. Exactement. Ouais. Et je vous explique pourquoi. Alors, on connaît tous le texte, il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Bon, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Et c'est un ami musulman qui m'a expliqué ça, Yad Ben Achour, qui est toujours un très grand prof de droit à Tunis, et qui m'a expliqué ça. Il m'a dit, mais voilà, vous avez pu passer de la religion à la démocratie laïque, donc du christianisme
à la démocratie laïque, parce que notre religion en Europe, c'est le christianisme, c'est pas l'islam. Le judaïsme, c'est epsilonès, c'est tout petit. C'est très important, mais c'est tout petit. Il y a 16 millions de juifs dans le monde, il y a 2 milliards de chrétiens dans le monde. Quantitativement, ça n'a rien à voir. Et puis c'est vraiment la religion de l'Europe, c'est la religion du Moyen-Âge, de la peinture italienne, c'est le christianisme. Bon. Et donc, ce que me disait Yad Ben Achour, et j'ai gardé ça en tête, je le cite parce que moi je cite toujours mes sources, il me disait, ce qui vous a permis le passage de la religion à la démocratie laïque, c'est le fait que le christianisme ne juridifie pas la vie quotidienne. C'est ça qui permet de rendre... Dans les textes. Ni dans les textes, ni dans la réalité. Ouais. Quand vous lisez l'évangile de Jean, jamais Jésus vous dit ce que vous devez manger ou pas. Je vais vous citer un passage de Marc 7, évangile de Marc 7. On va faire un peu de théologie, mais c'est passionnant parce que c'est très très profond. Écoutez ce que Jésus dit aux Sadducéens et aux pharisiens qui le suivent et qui engueulent littéralement Jésus, on ne peut pas dire autrement, ils presque l'insultent en disant « Mais regarde, en fait, tes amis sont passés à table sans se laver les mains. C'est scandaleux, impureté. » Et voilà ce que leur répond Jésus. Écoutez bien, parce que c'est ça qui permet le passage à la laïcité. C'est plus important que de rendre à César ce qui est à César, etc., parce que c'est ce qui est derrière. Écoutez, Marc 7, « Il n'y a rien d'extérieur à l'homme qui puisse le rendre impur, en pénétrant en lui, mais c'est ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. » Autrement dit, que vous mangiez des crevettes, du lapin ou je ne sais pas quoi, on s'en fiche complètement. C'est pas le rituel qui compte, le rituel extérieur. Ce qui est mauvais dans l'être humain, c'est ce qui peut sortir de son cœur. C'est ça, c'est la pensée. C'est une religion de l'intériorité. Vous pouvez lire, relire et relire l'évangile de Jean. Jamais Jésus ne vous dit ni comment vous devez vous habiller, ni ce que vous devez manger, ni à quelle heure il faut vous lever, ni comment vous devez prier. Il s'en fiche complètement. C'est une religion de l'intériorité. C'est pas une religion du rituel. Ah, moi, je respecte les autres religions. Ce que je dis là, c'est pas pour critiquer le judaïsme, c'est pas le problème. Mais je dis, au fond, Jésus s'en fiche de ce que vous mangez. C'est pas son problème. C'est une religion du cœur. Voyez. Et du coup, ça permet, quand il y a une contradiction entre un régime politique et puis la religion que vous avez dans votre cœur, ça vous permet de dire, bon, après tout, je rends à César ce qui est à César, mais moi, je continue à penser ce que je veux. Et donc, moi, j'avais des amis, par exemple, chrétiens, qui étaient contre la loi Veil, mais qui disaient, bon, si c'est la démocratie, j'accepte la loi Veil, mais moi, je ne la pratiquerai pas parce que... Ils n'ont pas tous été, d'ailleurs, comme cela. Ils n'ont pas tous suivi cette ligne. Parce que dans l'Église, il y a toujours eu cette volonté de reprendre le pouvoir politique. Bien sûr. Mais ça, c'est l'Église, c'est pas Jésus. Jésus, il s'en fiche complètement. Et au fond, c'est pour ça qu'il peut s'entendre aussi bien avec les uns ou les autres, avec tel ou tel régime politique. Plus vous juridifiez la vie quotidienne, plus le passage de la laïcité est difficile. Et à la limite, plus vous juridifiez la vie quotidienne, à tel point que le passage, je parle mal, mais on se comprend quand même, la laïcité devient impossible. C'est très difficile d'avoir un mariage civil en Israël, par exemple, aujourd'hui. Moi, j'ai beaucoup de respect, j'aime Israël, c'est pas le problème, c'est une démocratie. Mais un mariage civil, c'est très compliqué, je sais même pas si c'est encore possible. Parce que, effectivement, le religieux... C'est une démocratie, mais ça reste une théocratie. Israël reste une théocratie fondamentalement. C'est une démocratie théocratique. C'est un paradoxe. C'est d'ailleurs la seule nation au monde qui a ce régime-là. À la fois très démocratique, il y a des partis politiques, le pluralisme, on vote, mais en même temps, ça reste fondamentalement quand même une théocratie. Quels sont, Luc, les autres grands principes chrétiens qui ont permis justement aussi l'avènement de la démocratie? J'entends l'égalité entre les humains, ça aussi, ça fait partie de ces grands principes. Exactement. Oui. Et là, j'ai toujours cité, je l'ai même ici cité souvent, mais je conseille à ceux qui nous écoutent de le lire et de le relire. On est en 1836, c'est dans La démocratie en Amérique, donc l'œuvre majeure de Tocqueville, avec son autre œuvre, L'Ancien Régime et la Révolution. Mais La démocratie en Amérique, c'est vraiment magnifique. Et que dit Tocqueville? Tocqueville dit: la Déclaration des droits de l'homme de 1789 n'est rien d'autre qu'un héritage du christianisme. C'est la laïcisation du christianisme. Ça, c'est moi qui le dis. Il n'emploie pas ce terme-là à l'époque, évidemment. Et je vous cite le texte de Tocqueville parce qu'il est vraiment génial. Alors que Tocqueville explique que la manière dont les Américains traitent les Indiens est immonde, elle est scandaleuse. C'est montré effectivement très très critique. Voilà. Et il dit, nous les Européens, on ne ferait pas ça, parce qu'on est chrétiens. Écoutez le texte est génial. Et ça, c'est la naissance de la Déclaration des droits de l'homme, de ce qu'on appelle l'humanisme abstrait. Je pense à un philosophe, Claude Lefort. Dans l'idée chrétienne,
Donc ça, c'est du Tocqueville. Tous les hommes naissent libres et égaux. C'est nous qui avons répandu dans tout l'univers, nous les Européens, nous les chrétiens européens, qui avons répandu dans tout l'univers la notion de l'égalité des hommes devant la loi, comme le christianisme avait créé l'idée de l'égalité de tous les hommes devant Dieu. La Déclaration des droits de l'homme, ça n'est rien d'autre que le passage de l'égalité des hommes devant Dieu, des créatures devant Dieu, des hommes et des femmes évidemment, des créatures devant Dieu. C'est devenu l'égalité des citoyens devant la loi. Et ça, c'est l'origine de la déclaration universelle, enfin, pas universelle encore, française des droits de l'homme. Voilà. Et donc, la déclaration des droits de l'homme est évidemment un héritage direct de l'égalité chrétienne. Voilà. Question un peu naïve, aussi à l'ancien enseignant que vous êtes, oui. Vous êtes encore un peu toujours, mais si je remonte, un peu à la retraite quand même, ouais. Si je remonte dans mes souvenirs d'enfant, oui. De l'apprentissage de ce qu'est la démocratie, oui. On nous parle régulièrement, élèves, oui. Au grec. On remonte au grec. Le christianisme est finalement assez peu évoqué pour comprendre ce qu'est la démocratie et ce qu'elle est devenue. Et c'est une erreur totale. C'est une erreur totale. C'est une erreur totale parce que la démocratie grecque repose sur l'esclavage. C'est ça. Il suffit de lire Aristote. Aucune liberté aux hommes libres, ni aux femmes. Ni aux femmes. Oui. Et elle repose sur l'esclavage. Même Aristote avait des esclaves. Et Aristote explique très bien que les esclaves sont des outils, sont des machines. Et donc cette démocratie grecque, elle est absolument pas démocratique. Elle n'est démocratique que pour les hommes libres, c'est tout. Et donc, bien sûr qu'il y a un embryon de démocratie dans la Grèce. Voilà, évidemment, avec mon camarade Castoriadis, qui était grec, on s'engueulait tout le temps là-dessus, parce que pour lui, c'était la démocratie, c'était la Grèce. Non, c'est le christianisme. C'est l'égalité des créatures devant Dieu qui devient l'égalité des citoyens et des citoyennes bientôt devant la loi. Et la troisième idée qui est très importante et qui va évidemment permettre la naissance d'un christianisme de gauche, je pense à la revue Esprit. Paul Thibault, par exemple, voilà, Paul Thibault, quelqu'un éminemment respectable, estimable et intéressant. Bon, voilà, chrétien de gauche réformiste, disons CFDT, enfin comme Jacques Julliard, avec qui on a fait cette émission ici même pendant des années. Pourquoi ? Parce que le fameux passage, vous savez, il sera aussi difficile à un riche d'entrer au royaume qu'à un chameau de passer par le chat d'une aiguille. La fameuse aiguille. Voilà, la fameuse aiguille. Le fameux chat de l'aiguille. Voilà, très probablement, la meilleure interprétation, c'est que l'aiguille était une porte de la ville et que les chameaux étaient obligés de s'agenouiller. On était obligé de débarrasser les paquets qu'ils portaient, les valises, si j'ose dire, les coffres qu'ils portaient pour qu'ils puissent passer. Bon, c'est très probablement la bonne explication. Mais ce qui est très intéressant dans on oublie toujours le début de la parabole. C'est un jeune homme riche qui va voir Jésus et qui dit à Jésus, mais qu'est-ce que je dois faire pour entrer au royaume, pour avoir la vie bienheureuse ? Et Jésus lui répond d'abord, Jésus est un rabbin, c'est un sage juif. Il n'est pas chrétien, Jésus, évidemment, il est juif. Et donc Jésus lui répond, écoute, il faut respecter le décalogue, les 10 commandements. Voilà. Et le jeune homme dit à Jésus, un peu choqué, enfin, je les respecte déjà. Et donc, qu'est-ce que je dois faire de plus ? Et Jésus lui dit, vends tes biens et distribue-les aux pauvres. Et le jeune homme s'en va en pleurant parce qu'il ne se sent pas capable. Et c'est là que Jésus se retourne vers ses disciples et dit, il sera aussi difficile à un riche d'entrer au royaume qu'un chameau de passer par le chat d'une aiguille. Et ça va ouvrir le christianisme à la question sociale, on pourrait dire aujourd'hui. Alors, ce que Jésus critique, c'est pas la richesse en tant que telle. Ce qu'il critique, c'est l'idolâtrie de l'argent qui fait passer les humains de l'avoir à l'être, si je puis dire. Autrement dit, à force d'accumuler, l'argent n'est plus un moyen, ça devient une fin en soi. C'est ça l'idolâtrie de l'argent. Et juste, question peut-être un peu provocatrice, avant d'arriver à qui pourrait être le pape, sans rentrer dans les noms, mais sur de l'influence du moment et des bouleversements du monde. Aux téléspectateurs qui nous regardent, qui sont absolument peut-être athées, ne croyant pas du tout, critiquant les religions en tant que telles, entendre cela, est-ce que vous compreniez... Oui, surtout de la part d'un athée comme moi. Oui, c'est peut-être du mal à être reçu. Ça. Oui, je comprends ça parce que l'Église a toute une histoire qui est une histoire qui n'est pas toujours grandiose. On parle d'opium des peuples, ça c'est Et puis l'Église, on va pas rappeler l'histoire de l'Inquisition. Bon, vous savez, la naissance de l'Alliance israélite universelle. Moi, j'avais été invité par Marc Heisenberg pour faire le discours d'honneur du 150e anniversaire de l'Alliance israélite universelle. Et j'ai raconté l'histoire de ce petit gamin
en Italie, qui est enlevé par l'Inquisition, par l'inquisiteur Ferretti, voilà, de sa famille, parce que la bonne l'a baptisé alors qu'il est juif et qu'elle l'a baptisé dans le christianisme, donc il risque d'être apostat, d'aller en enfer. Ce petit garçon est enlevé, il doit avoir 5-6 ans, et figurez-vous qu'il ne sera jamais rendu à sa famille et qu'il deviendra prêtre. Non, mais c'est dingue cette histoire. Donc j'ai raconté pour le 150e anniversaire de l'Alliance israélite universelle cette histoire. Et donc du coup j'ai parlé de l'Inquisition et de l'inquisiteur Ferretti. Bon, donc il y a toute cette époque et puis il y a tout l'antisémitisme chrétien qui jette aussi un trouble énorme sur cet apport-là. Voilà, l'histoire des sorcières, des femmes. Bon, alors voilà, donc l'Église elle a une histoire qui est plus que tordue et donc qui a été parfois atroce, il faut bien le dire. L'histoire de l'Inquisition est abominable. Bon, et donc voilà, et puis elle a toujours voulu reconstituer le théologico-politique, retrouver la place dans le pouvoir. Bon, donc jusqu'à une date très récente. Bon, et donc un pape formidable. Il n'y a pas de pape de gauche ou de droite, c'est pas vrai, parce qu'il y a une doctrine forte. Voilà, il y a une doctrine. La théologie chrétienne, elle était un héritage de saint Thomas pour l'essentiel, donc d'Aristote. Elle est extrêmement puissante. Alors, ça veut pas dire. Il y a une toute petite marge de manœuvre. François, il a pu, par exemple, autoriser la bénédiction. Non pas le sacrement, mais la bénédiction des couples homosexuels. Ça, Benoît XVI... Qui a été vu comme une évolution aussi et un bouger incroyable de son pontificat. En vérité, c'est infinitésimal. En vérité. Vous avez fait la transition parce qu'on a montré l'installation de cette cheminée au-dessus de la chapelle Sixtine. On voit aussi ces images qui nous sont parvenues il y a quelques instants de première aux cités du Vatican, rassemblement, réunion de cardinaux. Ce conclave qui, on le rappelle, ne s'ouvre que mercredi, 7 mai prochain. J'aimerais avoir, sans rentrer dans le nominatif et dire qui, parce que les plus grands spécialistes disent à chaque fois on se trompe, on donne des noms et ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt, aucun sens. Mais avec vous, se poser la question de est-ce que le conclave aujourd'hui peut-il être hermétique finalement au bouleversement du monde ? On a, et on décrit ici à longueur de journée, ces changements d'alliance, d'un monde qui bouge. On parle régulièrement ensemble du Sud global, des fameux BRICS. Est-ce que c'est complètement hermétique à ce qui est en train de se passer, ce qui se passe sous nos yeux? Je pense même que ça, l'effet le plus probable, regardez la moyenne d'âge, alors je sais que les plus de 80 ans ne font pas partie, en effet, des 135. Mais regardez les arrivées. Et donc le plus probable, c'est quand même, si vous voulez, sans dire de choses déplaisantes, c'est totalement inutile, mais la religion, c'est une tradition. C'est pas, il n'y a pas de modernisation de la loi de la nature pour, par exemple, la loi de la nature condamne l'homosexualité. Si vous lisez les grands textes sur l'homosexualité, par exemple, dans le catéchisme officiel de l'Église, qui est le magistère de l'Église, l'homosexualité est condamnée. Même si, encore une fois, sur ces points, l'Église a évolué. Non, elle évolue pas du tout. On va bénir parce que ça, c'est agapé, c'est le pardon et c'est l'amour de l'autre, même quand il est dans le péché. Mais écoutez bien sur l'homosexualité, parce qu'il ne faut pas dire de bêtises là-dessus. L'homosexualité en elle-même n'est absolument pas un péché pour l'Église. Ce qui est un péché, c'est de pratiquer son homosexualité. Mais c'est un désordre. Le mot de l'Église, c'est un désordre. C'est contraire à la loi naturelle. Voilà. Parce que la loi naturelle, c'est l'hétérosexualité, et l'amour, c'est la reproduction, etc., etc. Bon. Donc, le fait d'être homosexuel, pour le pape, c'est une malchance, c'est un désordre, mais c'est pas de votre faute si vous êtes homosexuel. Mais en revanche, ça ne doit pas vous être imputé et reproché. Non, mais en revanche, si vous pratiquez votre homosexualité, ça c'est mal, voilà. Et donc, alors évidemment, le pape François, en accordant la bénédiction à des couples homosexuels, il est allé très très loin, on peut dire. Mais en même temps, le magistère de l'Église considère toujours qu'il y a une loi naturelle et que cette loi naturelle, elle condamne aussi bien les procréations médicalement assistées que l'homosexualité, par exemple. Voyez. Mais donc ça bouge pas, ça bouge pas. Alors après, c'est des petites marges. Oui, donc sur ma question, sur hermétique ou pas hermétique, dans sa bulle ou pas dans sa bulle, ils sont quand même sensibles au changement du monde, un peu. Sensible, ça peut être dans les deux sens. Ça peut être dire, voilà, on va mettre un pape africain et noir, ou ça peut dire, attendez, regardez les changements du monde, nous défendons la tradition, eh bien on va vous mettre un bon pape italien et bien tradit, et si possible un proche de Benoît XVI et de Jean-Paul II, voilà. Et donc je pense que c'est le plus probable.
probable. Ce qu'il se passe aussi sous nos yeux, c'est des luttes d'influence qui existent réellement. Évidemment. Dans la coulisse. N'oubliez jamais que le Vatican est un État. Bien sûr. Bon, c'est un État au sens le plus politique du terme. Je parlais de livres que j'ai fait avec un ministre de la Culture, c'est un ministre des Affaires étrangères, un ministre de tout ça. Bon. Et donc, c'est un État, et donc, on est au Vatican, alors pour le coup, à l'état chimiquement pur, dans le théologico-politique. Et donc, évidemment qu'il y a des luttes d'influence, que ces gens sont des humains qui peuvent se détester entre eux, et regardez la tête qu'ils ont, regardez les passés, enfin, c'est pas des joyeux. C'est pas des joyeux, non, je vous laisse à vous. Ravasi était vraiment, comme il était ministre de la Culture, c'était un peu une exception, donc on buvait quand même un peu de Brunello de Montalcino le soir. Pas de limoncello. Pas de limoncello. Après, c'est ça. Avec aussi, dans cette lutte d'influence dont il ne faut pas être dupe, des informations qui nous parviennent notamment de la presse italienne, qui disent aussi peut-être quelque chose de ce qui est en train de se jouer. On a parlé de la Maison-Blanche, Trump qui voulait peut-être influer sur ce vote. Là, c'est Emmanuel Macron qui est visé. Dans une certaine partie de la presse italienne, c'est important de le dire, très conservatrice. Voilà, on décrit un Emmanuel Macron qui s'incrusterait dans le conclave, qui tenterait d'influencer les cardinaux avec des déjeuners qui auraient été organisés. Démentis par le principal intéressé. Non, mais Macron, c'est aussi la même chose. Il a essayé de s'infiltrer dans le débat entre Zelensky et Trump. Et donc Trump l'a envoyé balader, puisqu'on a pu lire sur les lèvres que Trump lui disait « Vous n'avez rien à faire ici, allez-vous-en ». Bon. Oui, effectivement, donc, certains médias qui, avec des experts labiales, qui sont capables de lire sur les lèvres ce que Trump a dit à Macron, il l'a envoyé balader. Bon. Et là, Macron, c'est toujours la même chose. Et comme il n'a plus aucun pouvoir réel et qu'il est comme dans la com à l'état chimiquement pur, pareil, il va nous mettre vous avez vu cette convention à la noix qu'il est en train de nous mettre sur les vacances. Sur le temps scolaire, en effet, et les enfants à l'école. C'est débile. On ne peut pas faire plus con, excusez-moi. Mais en plus, il y a... On aime pour votre franc-parler. Je sais de quoi je parle. Bon, on a une ministre de l'Éducation qui est là, mais c'est son boulot. Et en plus, c'est un sujet qui est pas du tout qui ne va absolument pas avec une convention citoyenne, parce que ça touche à des questions qui sont extrêmement compliquées, notamment le tourisme. Ça touche tous les hôtels, les restaurants pendant les vacances. Ça touche les questions de sécurité. Bon, mais ça ne relève absolument pas d'une convention citoyenne. Qu'on écoute les parents, très bien, mais c'est le rôle du ministre de l'Éducation. Ça ne fait pas... Oui, c'est le cadre de la convention, le pauvre, pour vous. N'ayant jamais réussi à rien, à part nous coller 3300 milliards d'euros de dette, elle essaie de s'infiltrer partout pour montrer sa bouille. Mais c'est pathétique, c'est pathétique. Bon. Je suis désolé de le dire, parce que c'est terrifiant. On voit un président dans une vacuité bouddhiste qui est en fin de parcours et qui essaye à tout prix de montrer sa bouille à chaque fois qu'il y a une occasion de le faire. Voilà, c'est tout. C'est effrayant, quoi. Il faut arrêter, quoi. Et moi, je souhaiterais vraiment qu'il y ait une dissolution, une démission, et puis qu'on change de régime. Ça n'a plus de sens. Oui, ça, je sais que régulièrement, vous appelez à ça. Juste, j'aimerais vous soumettre cette image, peut-être qui est en train de devenir virale, parce qu'on parle du conclave. Oui. Voilà, Donald Trump en pape, sans doute généré par l'intelligence. Mais posté sur son propre réseau social, sans commentaire aucun. Ça inspire de manière automatique un rire de votre part, mais ça dit quoi là, franchement? Non, mais c'est grotesque. C'est grotesque. Oui, en même temps, si vous voulez, Trump a compris une chose, il faut savoir que 90% des Américains sont croyants. Et donc, la religion est partout aux États-Unis. C'est vraiment pas un pays laïque, pour le coup. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, j'allais dire Benoît XVI, je veux dire Trump... Ah, mais voilà, vous faites prendre. Non, mais l'image est belle. Vous êtes trompé. L'image est grandiose. Alors, je m'y suis trompé. Mais il faut dire que dans sa campagne électorale, souvenez-vous, il a constamment valorisé le fait que la balle était passée à 2 cm de sa tête. Sa tentative d'assassinat. Il avait été sauvé par Jésus, il avait été sauvé par Dieu, et que ça n'était pas pour rien qu'on l'avait sauvé par Dieu pour qu'il arrive à la Maison-Blanche. Il l'a dit 50 fois. Et donc, je pense qu'il joue là-dessus avec, évidemment, une opinion publique républicaine qui pense la même chose que lui, qui pense qu'il a été sauvé. Effet, sacrée et divine, qui prend une ampleur bien différente. On nage en plein délire religieux, là, pour le coup. Mais c'est évidemment très fort aux États-Unis. Il ne faut pas sous-estimer la puissance de la religion aux États-Unis. Avec des images récentes absolument dingue de prières collectives dans les jardins de la Maison-Blanche. C'est dingue. Oui, voilà. un peu dingue, en effet.
Mais même au moment de l'investiture, c'est effrayant, voilà. Et donc pour nous, puis c'est marqué in God we trust sur le dollar. Bon, pour nous, c'est nous, mais nous Français, parce qu'on est les seuls au monde à avoir cette idée de la laïcité, cet héritage chrétien transformé en idée républicaine. On fait une courte pause, Luc, et dans quelques instants, on évoquera ce sujet aussi très sensible de la liberté d'expression. La langue de bois est-elle en train de se transformer en langue caoutchouc? Et on évoquera notamment, est-elle en danger? En effet, vaste sujet sur lequel nous reviendrons en longueur. À tout de suite dans l'heure de Ferry. Retour sur le plateau de l'heure de Ferry, toujours avec Luc Ferry. Je le disais, cette semaine a marqué les 100 jours, 100 jours de Donald Trump à la Maison Blanche. Très très satisfait de lui-même. Et puis par ailleurs, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Écoutez, le président américain, se satisfaire de ses débuts à la Maison Blanche, c'était cette semaine. Nous sommes ici ce soir, au cœur de notre nation, pour célébrer les 100 premiers jours les plus réussis de toute l'histoire de notre pays. Selon beaucoup de gens. Nous allons réaliser quelque chose que vous n'imaginez même pas. Nous allons mettre fin à l'inflation, réduire les prix. Nous avons déjà mis fin à l'inflation, augmenter les salaires et vous offrir la meilleure économie de l'histoire mondiale. Tout est meilleur, tout est meilleur. Non, il est grandiose. Grandiose. Mais le bonhomme est vraiment insupportable. Hein. C'est vraiment quelqu'un d'antipathique et c'est un menteur pathologique. C'est vraiment quelqu'un de... Il y a quelque chose de pervers chez lui qui est insupportable. Maintenant... 56% des Américains, j'ajoute à ça, quand même. honte. Ah oui. De leur président. Quand même un chiffre qui marque les esprits. C'est vrai qu'il fait honte. Hein. Moi, j'ai des amis qui sont républicains, mais qui ont absolument honte de Trump et qui ont honte vis-à-vis de la France, vis-à-vis de l'Europe. Voilà. Bon. De l'image qu'ils renvoient aussi de leur pays, évidemment. Il est vraiment épouvantable. Mais le bonhomme était épouvantable. Maintenant, sur les derniers épisodes, vous en parliez tout à l'heure avec vos invités, moi je n'ai cessé de dire que l'accord sur les terres rares, sur les métaux rares, il y en a donc 17 qui sont absolument vitaux pour la Silicon Valley. C'est vraiment une question de vie ou de mort. Voilà. C'est vital. C'est-à-dire sans terres rares, puisque la Chine ne les donnera plus aux États-Unis. 95% des terres rares sont produites par la Chine. Lisez l'excellent livre de Guillaume Pitron, La guerre des terres rares, qui est un passionnant livre sur cette guerre des terres rares. Et c'est vital pour les voitures électriques, pour les batteries, pour les smartphones, pour l'intelligence artificielle, pour les ordinateurs, bref, pour toute la Silicon Valley et l'industrie automobile américaine. Donc je pense que c'est un très bon deal, pardon pour le mot, mais quelquefois les mots anglais sont plus rapides qu'une longue périphrase en français qui servirait à rien, mais c'est un très bon deal entre Zelensky et lui, parce que c'est gagnant-gagnant pour une fois. Et je pense que, je vous l'avais dit... Cette version du deal. Parce que cette version-là. Voilà. Alors on verra. Mais le fait que des entreprises américaines s'installent sur le sol ukrainien pour exploiter ces terres rares, c'est la meilleure protection que l'Ukraine puisse avoir contre la Russie. Voilà. Alors on va avoir le 9 mai ces cérémonies. Il y a, cérémonie côté russe. Côté évidemment. russe, la victoire. Bon, et c'est vrai que il faut quand même rappeler les choses. D'abord, inviter Arnaud Klarsfeld, c'est pas à moi de le dire, mais inviter le père des bois. L'Ukraine, c'est le pays de la Shoah par balle, c'est plus de 2 millions. Le père des bois me disait, c'est probablement 2 300 000 juifs assassinés par les Ukrainiens nazis. Avec l'aide des Allemands, mais avec des historiens qui parfois ne sont pas toujours d'accord. C'est le meilleur historien de la Shoah par balle. D'abord, demandez à Arnaud Klarsfeld, vous verrez, ou à son père, invitez-les, vous verrez, c'est ce qu'ils disent. Et ils disent que, regardez le programme de 1903 à Odessa. L'Ukraine a été le pays le plus antisémite du monde. Voilà. Et cette Shoah par balle. Encore une fois, certains historiens, et vous savez qu'en tenant ce type de propos, vous suscitez. Non, mais c'est la vérité. Alors après, les gens défendent. Non, mais les gens mentent. Moi je dis la vérité, vous pouvez encore une fois demander au Klarsfeld, ils savent de quoi ils causent, ils ont consacré leur vie entière à ça. Invitez le père des bois, c'est lui qui a documenté la Shoah par balle, donc invitez-le. N'écoutez pas les imbéciles qui vous racontent n'importe quoi pour défendre Zelensky. Regardez Israël. Est-ce que vous avez vu Israël défendre l'Ukraine ? Non, c'est vrai qu'on a connu défenseurs plus actifs. Ils n'ont pas donné un centime à l'Ukraine. Et vous avez vu Zelensky à la Knesset ? Il s'est fait pulvériser par les députés, parce qu'il y a toute cette histoire derrière. Le programme d'Odessa, regardez-vous, personne n'est obligé de me croire, mais documentez-vous, regardez ce que c'est que le programme d'Odessa en 1903.
Voilà, c'est une horreur absolue. Et donc, je suis désolé de le dire, mais c'est vrai que, voilà, Poutine... alors, Medvedev, vous avez vu les déclarations de Medvedev. Absolument, très menaçant. Heureusement que Medvedev n'est pas le président de l'URSS. Très menaçant à l'endroit de Zelensky. Évidemment, le traitant de pourriture. Absolument. Medvedev n'a cessé de demander à Poutine d'utiliser les bombes à neutrons. Voilà. Et donc, je pense que je reviens à plutôt la bonne nouvelle plutôt qu'aux mauvaises, c'est que, voilà, ce deal sur les terres rares, sur les métaux rares, c'est une vraie possibilité de paix, parce que ça peut vraiment stopper la marche de Poutine vers... la destitution de Zelensky, parce que c'est ça qu'il veut, Poutine. Oui. Il veut pas prendre Kiev militairement, éventuellement oui, mais il veut destituer Zelensky, c'est ça son vrai projet. Il ne fasse plus partie du paysage politique. Évidemment. Oui. Et s'il avait pu l'assassiner, il l'aurait fait tout de suite. Voilà. Et donc je pense que voilà, cette décision, cette codécision saluée par les deux présidents, Trump et Zelensky, est possiblement une très bonne nouvelle. Je dis bien possiblement parce qu'avec Poutine, on ne sait jamais, ça peut tourner à la catastrophe. Et qui intervient, ce deal, la semaine de ces 100 jours, forme de manier le symbole également. Vous diriez donc, et vous répondriez à la négative quant à ceux qui accusent Donald Trump d'être l'ingénieur du désordre. Vous étiez très dur à son endroit il y a quelques minutes, mais en même temps, il permet de faire avancer certains dossiers, certaines choses. Il nous montre deux choses. Un, que la politique, pour le meilleur ou pour le pire, ça peut exister, alors que chez nous, en Europe, il n'y a plus de politique, au fond. Regardez, regardez la situation de Bayrou. On peut penser absolument ce qu'on veut de Bayrou, mais dans la situation qui est celle de l'Assemblée nationale et de l'Élysée, il ne peut rien faire. Oui, sans majorité, de fait. Sans majorité, il ne peut rien faire. Oui. D'accord. Donc il est obligé de différer. Voilà. Il peut pas. S'il décidait de faire un vrai budget, c'est-à-dire d'augmenter, par exemple, la durée du travail à 37 heures ou de supprimer un certain nombre de 100 000 ou 200 000 fonctionnaires, il ne peut pas. Il serait renversé dans la seconde. Bon, donc on ne peut pas lui en vouloir d'une certaine manière. Donc ça, je le dis à sa décharge. Donc on voit bien que chez nous, la politique n'existe plus. Tandis que là, Trump montre que la politique peut exister. Moi, je suis fondamentalement républicain, c'est-à-dire libéral en économie, et pas en politique, mais libéral en économie. Et donc, je pense que le protectionnisme, à terme, est perdant. D'accord ? Donc, je ne pense pas que la stratégie de Trump sur le plan commercial et économique soit gagnante à terme. Et d'ailleurs, je pense qu'il en changera. Il n'arrête pas de changer. Bon. C'est des annonces et des désannonces, effectivement. Mais voilà, et ça, c'est sa tactique. Maintenant, ce que je dis simplement, c'est que croire qu'il est idiot est une erreur. C'est pas un imbécile. On n'arrive pas là où il est en ayant un cuit de bulot. C'est pas vrai. Voilà. Oui. Et donc, en fait, ces avancées, ces reculades, si je puis dire, qui sont pas des reculades, tout ça est prévu, évidemment. Tout ça est mijoté, tout ça avec un certain nombre de conseillers qui lui disent de faire ça pour affaiblir le dollar pour favoriser les exportations des produits américains et deuxièmement pour relocaliser la consommation et la production aux États-Unis. Alors moi je pense qu'à terme ça ne marchera pas, mais au fond, son pari, c'est je vais négocier avec 70 pays, et c'est bien avec 70 pays qui négocient pour l'instant. Et puis, à chaque fois, je retirerai peut-être ce que j'ai mis brutalement au début, mais il a fait la même chose avec Zelensky et ça a marché. Oui, les soubresauts, ils regardent quand même les enquêtes d'opinion, parce qu'on a montré ce chiffre, 56% des Américains qui ont honte de leur président. Oui. La popularité est aussi en très, très, très nette baisse de semaine en semaine. Ça aussi, ça joue sur le personnage qu'il met en place. Testé dans le monde entier. Ouais. Si vous demandez aux Français qu'est-ce que vous pensez des 100 premiers jours de Trump, ils disent à 75% c'est un désastre. Alors évidemment, pour nous, c'est en effet mauvais. Mais voilà, est-ce que... moi, je pense qu'il a en tête de frapper un uppercut indirect du droit dès qu'il voit quelqu'un, et ensuite il négocie, il dit, c'est 25%, non, c'est 10%, voilà, les droits de douane. Voilà. Et il a fait la même chose avec Zelensky, et maintenant, les deux se serrent la main et disent... on vient de signer quelque chose qui est gagnant-gagnant. Zelensky le dit aussi. Voyez. Donc, voilà. Moi, ce que je retiens quand même, si vous voulez, c'est que c'est quelqu'un qui prouve que la politique, ça peut exister. Et ça, c'est pas mal. C'est pas mal, effectivement. Mais un des marqueurs quand même criants du début de son mandat, c'est d'avoir coupé dans énormément de crédits de la recherche de très nombreux scientifiques, avec un mouvement qui est en train de se mettre en place. J'aimerais en débattre avec vous, Luc, de faire venir justement ces chercheurs américains qui souffrent terriblement sur leur sol, manque de crédit, certains se sont même fait tout simplement licencier, et de les accueillir en France. Il y a un mouvement qui est initié par plusieurs universités. Vous nous dites quoi ? Ambition louable, mais complètement irréaliste ?
Non, je trouve que c'est à la fois honteux et grotesque. Donc, honteux et grotesque. Voilà, les deux, oui. Parce que le problème, ayant été ministre de la Recherche, et tous les ministres de la Recherche ont dit la même chose, le problème numéro 1, et Villani a fait un très bon rapport là-dessus, Cédric Villani, excellent rapport, le problème numéro 1 des chercheurs français, c'est que les conditions de travail sont déplorables et que les salaires sont misérables. Regardez, voilà ce que gagne à la fin de sa carrière, un directeur de recherche au CNRS, le chiffre est faux. 2 à 4 fois moins qu'aux États-Unis. 5 800. Et le chiffre est totalement faux. C'est-à-dire, vous dites quoi, plus bas ou Mais évidemment, regardez les vrais chiffres. Par définition, je les connais. J'ai été chercheur au CNRS et j'ai été professeur d'université. On n'arrive pas à 5 800 bruts. Alors, moi, comme professeur d'université, donc enseignant-chercheur, j'ai terminé à 4 300 €, alors que j'étais échelle lettres, échelle plus. Bon. Et donc, c'est pas vrai. Regardez les vrais chiffres. Un maître de conférence, d'accord, à l'université. Donc un maître de conférence à l'université, c'est pas rien, c'est un titulaire, d'accord. Qui a fait des années d'études. D'accord, qui a fait des années d'études et qui est professeur titulaire. Bon, ça s'appelle maître de conférence. Débutant, il gagne 1 800 € net par mois. Voilà. Donc qui vous allez faire venir des États-Unis avec ces salaires-là? Oui, quand les salaires américains sont 2 à 4 fois plus élevés, effectivement. Voilà. Et alors, qui on va avoir? Le fond de cuve. On va avoir les écolos wokistes débiles qui ont plus de job aux États-Unis. Voilà. Et donc, le problème numéro 1 des chercheurs français, il faut quand même le dire, voilà, c'est la fuite des cerveaux. Tout le monde, tous les ministres de la Recherche ont utilisé cette formule. Tous nos chercheurs, regardez Yann Lequin, il travaille où, le pape de l'intelligence artificielle. C'est le patron de l'IA chez Meta. Voilà, la dame, la chercheuse qui a inventé le CRISPR-Cas9, elle est partie en Allemagne. Nos chercheurs, ils partent aux États-Unis, ils partent en Allemagne, ils partent en Suisse, ils partent au Canada, évidemment. Voilà, et parce que les conditions de travail sont trop mauvaises en France. Donc concentrons-nous sur nos chercheurs. Évidemment. Oui. Et ne faisons pas venir le fond de cuve des chercheurs américains qui sont incapables de trouver un job chez eux. C'est une horreur ce qu'on risque de faire. Voilà. On va avoir tout le wokisme qui va arriver à Paris. Après, de manière plus philosophique, ça peut être aussi, au-delà de l'intérêt financier, qui n'est pas un moindre intérêt à mettre de côté, mais de se dire que ce mouvement accompagnait en solidarité ces chercheurs, dont le travail est parfois balayé par des crédits coupés. Non, là-dessus, Vous savez quel est le budget de Harvard? Voilà. Ils ont 50 milliards de dollars. Bon, c'est pas parce qu'on leur recoupe 3 qu'ils ne peuvent plus payer les profs, c'est pas vrai. Bien sûr. Et donc, voilà. Mais payons convenablement nos chercheurs français. Faisons revenir les chercheurs français. C'est ça l'urgence, c'est pas de faire venir des Américains chez nous, parce qu'on n'est pas foutu de payer les chercheurs français qui s'en vont. La fuite des cerveaux, le problème, encore une fois, numéro 1. Voilà. Et tout le monde le sait. Le budget d'Amazon, le budget R&D d'Amazon est 20 fois supérieur à celui du CNRS. De recherche et développement, effectivement. Donc il faut arrêter de dire n'importe quoi. C'est encore de la com, pour faire bien, pour faire montrer qu'on est anti-Trump et qu'on défend la liberté d'expression. Ça, c'est du politiquement correct. Ah, c'est atroce. C'est atroce. Ouais, ça, et en plus, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Il y a une urgence absolue à garder les chercheurs français en France en leur donnant des salaires et des conditions de travail qui soient décentes, et ça n'est pas le cas aujourd'hui. Moi, j'étais chercheur au CNRS, je gagnais royalement l'équivalent de 1 400 € par mois. Voilà. Et même, je parlais d'un maître de conférence débutant à 1 800 € net, c'est pas vivable dans une grande ville. Si vous n'êtes pas propriétaire de votre appartement, vous ne pouvez pas vivre là. Parce que si vous avez des enfants, le loyer à Paris, votre salaire, il passe en entier, et encore pour un petit appartement. Voyez. Donc, c'est pas honnête de faire ça. C'est à la fois stupide et honteux. Voilà, je suis désolé de dire ça. Et je vois, c'est de la com, encore une fois. C'est de la com débile. Voilà. Je n'ose vous rappeler que ce lundi, le président de la République, dans le cadre, vous savez, de Choose France, cette grande messe pour attirer les entreprises du monde entier à investir en France. Il y a aussi cette conférence européenne à la Sorbonne pour choisir l'Europe pour la science. On verra évidemment s'il y a des annonces précises. Mais dans ce cas-là, l'Europe très bien, mais ils iront en Suisse et en Allemagne. Voilà, ils n'auront pas en France parce que les salaires sont trop bas et les conditions de travail sont très souvent au CNRS. Je suis désolé de le dire. Encore une fois, j'ai été chercheur. C'est misérable. Voilà. Et c'est pas bien de faire ça parce que c'est vraiment, je trouve que c'est une insulte à
toute la recherche française, quoi. A contrario, quel aurait pu être le geste finalement? Parce que cette solidarité, c'est ça qui est affiché aussi, envers les chercheurs américains. Il n'avait sans doute peut-être... Alors dans ce cas-là, allons vraiment, disons la vérité jusqu'au bout. Ce qui limite la liberté d'expression aux États-Unis, c'est beaucoup plus les sensitive readers et la cancel culture que Trump. Voilà. Moi, j'ai enseigné aux États-Unis pendant 20 ans dans diverses universités. J'ai enseigné à Brown, j'ai donné des conférences à Northwestern, à Princeton, Harvard. Bon. Et donc, c'est vraiment un pays que je connais bien. Je connais les universités. Je ne pourrais plus faire un cours aux États-Unis parce que la cancel culture serait telle. Un républicain français serait traité de racisme à la seconde. Voilà. Vous avez d'ailleurs été un peu, parfois, certains de vos cours ont été perturbés, non? C'est ce que vous me racontiez à plusieurs reprises. Ouais. Écoutez, je devais faire une conférence en 89 sur la Déclaration des droits de l'homme de 1789. J'étais invité dans des universités américaines et aussi au Canada à l'université d'Ottawa. Ma conférence a été interdite partout par les Women's Studies, les groupes féministes qui disaient vous n'avez pas le droit de dire Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ouais. Et je leur disais mais attendez, je ne peux pas changer le titre, on n'est pas en Union soviétique, je ne peux pas modifier le titre. On est en absurdie. Et si vous voulez le critiquer, justement, il faut qu'il reste. C'est idiot. Donc ma conférence a été interdite par les Women's Studies et le dean, le président de l'université, m'appelait en disant voilà, écoutez, changez le titre. J'ai dit allez vous faire foutre. Je l'ai dit en bon anglais. En bon anglais, évidemment. Oui. Luc, vous êtes le roi aujourd'hui des transitions, parce que justement, il est question de liberté d'expression. Revenir aussi sur une chronique d'un Yascha Mounk. Ah oui, très intéressant. Très intéressant. Oui. Il est américain et je crois, j'ai oublié son autre nationalité, mais il écrit et il publie des écrits très intéressants. Et cette semaine, chez nos confrères du Point, il publie cette chronique. Je déteste, écrit-il, la liberté d'expression quand la censure gagne du terrain en Europe, voilà ces mots. Condamnation, perquisition, arrestation. L'Europe, écrit-il, rétrécit la liberté à vue d'œil et sous prétexte de lutter contre la haine, s'aborde sa propre tradition démocratique. Oui. Et il donne des exemples. Absolument, très documentés. Vous avez comme moi le texte sous les yeux. Moi, notamment en Allemagne, m'a beaucoup surpris. Surtout en Allemagne, en Angleterre, beaucoup plus encore qu'en France. Et tout ça, c'est à nouveau l'impact du wokisme américanisé qui s'infiltre en Europe. C'est pour ça que je dis que c'est pas Trump le pire en matière de muselage de la liberté d'expression. Le wokisme est bien pire que Trump. Il faut quand même le dire. Et là, je vous donne un exemple qu'expose Yascha Mounk dans ce texte du Point auquel nous renvoyons tous les deux. Absolument. Alors, je vais le dire en français, son nom, Robert Habeck, c'est le vice-chancelier d'Allemagne et c'est le président du parti écologiste allemand. Donc c'est quelqu'un de très très important c'est vraiment le premier plan dans la politique allemande aujourd'hui, même si en France il est inconnu, mais là-bas c'est vraiment une star. Il a engagé 800 poursuites contre des personnes qui le critiquaient. Et alors, je vous donne un exemple, c'est celui que donne Yascha Mounk. J'ai vérifié sur le site de Habeck. Oui, c'est particulièrement documenté. C'est dingue. Et j'ai vérifié, c'est exact. Il y a, tout le monde le connaît même en France, il y a des produits de beauté, notamment des shampoings qui s'appellent Schwarzkopf. Oui, sans faire de publicité, mais en effet. Schwarzkopf, ça veut dire en allemand tête noire, d'accord ? Et il y a un vieux monsieur qui avait, pour rigoler, il avait mis la tête de cet écologiste, de ce vice-chancelier, il avait mis la tête en remplaçant la photo habituelle de la pub de cette maison de shampoing. Il avait mis la tête donc de cet homme politique et en dessous il avait mis Schwarzkopf, ce qui veut dire en allemand crétin. Littéralement, ça veut dire tête faible. Idiot professionnel, quoi. Idiot professionnel, parce que c'est Schwarzkopf professionnel. Et il avait mis Schwarzkopf, donc tête faible, donc crétin professionnel. L'homme politique a déposé plainte et la police est arrivée chez ce vieux monsieur à 6h du matin. Il a eu un procès. Non mais c'est dingue. Voilà. Et donc, moi, je pense qu'il y a vraiment un problème de définition de ce qui doit être vraiment interdit et de ce qui doit être autorisé dans l'espace public. Voilà. Moi, je pense qu'il faut absolument interdire, mais alors gravement, les menaces de mort, l'antisémitisme, le racisme et la pédophilie, et aussi d'ailleurs un certain nombre les propos homophobes, enfin tout ce qui relève du racisme en général, voilà, et les menaces de mort. Mais en revanche, la critique d'un homme politique, même
même sur le mode humoristique, c'est dingue qu'en Allemagne ce soit interdit. Enfin, ça devient de la folie. Donc voilà. Si moi j'ai dit l'autre jour que je pensais que Bayrou était incapable de faire une réforme intelligente du budget. Bon, mais s'il veut répondre en disant mais Luc Ferry est un gros con, mais ça m'est égal. Je lui ferai pas de procès. Je veux dire, on a le droit. Voilà. En revanche, si je reçois des menaces de mort, et j'en ai reçu des paquets comme n'importe quel homme qui s'exprime aujourd'hui dans la télévision ou la radio, j'ai reçu des menaces de mort. Il y a un gars qui a été arrêté. Parce que là, vous n'avez pas laissé passer. Non, parce que le commissaire m'avait appelé, le commissaire de police m'avait appelé en disant si vous ne déposez pas plainte, on ne peut rien faire. Donc j'ai déposé plainte. Ils ont arrêté plusieurs personnes, mais dont un qui m'avait envoyé vraiment beaucoup de menaces de mort. Vous savez ce qu'il a eu ? Il a eu 2 mois avec sursis. Pourquoi pas une médaille ? Pourquoi pas la Légion d'honneur pendant qu'on y est ? Je veux dire, c'est ridicule. Et donc il faut bien comprendre qu'on ne punit pas assez des choses qui sont extrêmement graves, comme le racisme, la pédophilie, l'antisémitisme, les menaces de mort. Voilà. Mais qu'en revanche, on punit énormément. Il suffit que vous ayez un mot qui dérape et votre vie est foutue. Souvenez-vous, sur LCI, il y a quelques semaines, les gens n'ont pas compris. J'ai cité un passage d'Elon Musk dans lequel il dit « J'ai été diagnostiqué Asperger, je suis génial et je suis Barjot ». Bon, il le dit quasiment comme ça. Voilà. Est-ce que vous croyez que je suis normal ? Bon, les gens ont cru que je me moquais des Asperger. C'est exactement le contraire. Effectivement, ce sont des propos sur les réseaux sociaux, notamment, qui vous ont été reprochés. Vous en êtes expliqué, d'ailleurs. J'ai reçu des centaines de menaces, d'insultes de la part d'andouilles de psychiatres qui n'ont rien compris à ce que je disais. Et donc, alors que c'était plutôt élogieux. Parce qu'en effet, l'autisme Asperger peut être à la fois génial et en même temps, en allemand, on dit Weltfremd, étranger au monde. Et c'est Elon Musk que je citais. C'est lui qui dit ça lui-même. C'est pas moi. Avec vous parlez de l'exemple. Un mot qui dérape et vous avez des centaines de menaces et d'insultes et de gens qui mais plus jamais j'achèterai un de vos livres. Et si je vous croise dans la rue, je vous casse la gueule. Vous et d'autres parlez de langue caoutchouc. Ça, c'est à Castoriadis qui a inventé ça. C'est ça. Mais c'est quoi ? C'est à redouter, c'est à proscrire. Écoutez, tous mes collègues intellectuels ont eu un procès. Ceux qui parlent dans le Poste, d'accord ? Tous. Vous prenez Houellebecq, vous prenez BHL, vous prenez Finkielkraut, vous prenez Pascal Bruckner, vous prenez... on ferait tous, c'est la censure qui nous tombe dessus. Voilà. Et ça, je trouve que c'est quand même très très grave. Voilà. Je trouve ça extrêmement grave parce que, vous voyez, la loi est faible, mais les communautés s'organisent, ethniques, religieuses, les communautés de handicap, les mouvements politiques, féministes, etc., s'organisent de telle manière que quand on passe à la télévision, on est là, mais mon Dieu, est-ce que j'ai pas dit un mot ? Ouh là là, peut-être un petit mot, voilà. Mais de trop, un petit dérapage, alors là, c'est tout de suite, c'est les menaces de mort, c'est les insultes, c'est la haine à l'état chimiquement pur. Et j'invite d'ailleurs les téléspectateurs pour poursuivre, notamment, parce que c'est l'objet de cet échange que vous avez dans la revue des Deux Mondes, à Luc Ferry, La liberté fait peur, entretien passionnant aussi, où il est question justement de liberté d'expression, de censure, de wokisme ou encore d'intelligence artificielle, votre sujet de prédilection. Merci pour cette belle revue de la Cité, parce que c'est vraiment une très très bonne revue. Et puis maintenant que le débat n'existe plus, la revue de Gallimard, Esprit, je ne sais pas si ça existe encore, je ne la vois plus. Mais enfin, les revues se sont vraiment effondrées. C'est pratiquement la dernière grande revue intellectuelle et politique qui reste aujourd'hui. Ouais. Luc, j'aimerais qu'on aborde aussi ensemble ce qui a marqué l'actualité cette semaine, ce meurtre abominable, cet assassinat d'un musulman dans sa propre d'une violence inqualifiable. Oui. Aboubacar Cissé, tué dans sa mosquée du Gard, c'était le 25 avril dernier. La décision, notamment par l'Assemblée nationale, qui n'a pas été simple à prendre. Cela a été l'objet de beaucoup de discussions, de bureaux politiques réunis, de conférences des présidents, de cette minute de silence. Revenir sur les propos de quelqu'un que vous connaissez bien, qui écrit notamment dans le Figaro, un certain Pascal Bruckner, qui le dit, qui va décider que parmi les futures victimes, certaines méritent l'hommage de la représentation nationale et d'autres non. Oui, cette minute de silence pose question, il le dit. Mettre en garde aussi une forme d'ouvrir un cycle infini de concurrence victimière et de repentance. Ce sont les mots de Pascal. Vous dites qu'il a raison. Je suis totalement d'accord avec lui parce que
qu'il y ait une minute de silence, cet assassinat, pas à peine de le redire, il est abominable parce qu'il est d'une violence. Je ne sais pas combien de coups de couteau, plus de 50 coups de couteau, c'est horrible. Où il se filme, c'est absolument atroce. Exactement. Ça a été filmé, c'est horrible. Voilà. Mais le problème, c'est pas qu'il y ait une minute de silence pour cet homme. Le problème, c'est pourquoi pas pour les autres dans ce cas-là. Il y a une centaine de féminicides en France chaque année. Il y a eu en 2007, il y en a eu plus de 170 en France. Les chiffres sont et pourquoi pas, dans ce cas-là, une minute de silence pour chaque femme assassinée? Pourquoi pas pour chaque crime raciste, chaque meurtre raciste ou antisémite? Et Dieu sait qu'il y en a. Voilà, donc moi, je trouve que c'est dingue. Et là, pourquoi c'est dingue? Et je pense que c'est ça que Pascal Bruckner a en tête. C'est qu'on voit que le surmoi LFiste est en train de gagner la tête des parlementaires, parce qu'ils se disent au fond, si on fait pas ça, si on fait pas la minute de silence, alors on va être accusé d'être islamophobe et en plus raciste. Mais les Insoumis n'étaient pas les seuls finalement demandeurs de cette minute de silence. Y avait-il d'autres? Sûrement pas le Rassemblement national. Non, effectivement, il n'en faisait pas partie. Badine. Non, Mais est-ce que vous dites qu'il y a aujourd'hui peut-être un danger à galvauder ces gestes de recueillement aussi, qui sont dictés par une forme d'émotion collective? Il y a une tradition qui est que les minutes de silence doivent être réservées à quelque chose qui relève du terrorisme, par exemple. Très bien. Mais dans ce cas-là, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut vraiment qu'on recommence à définir ce qui est licite et ce qui est illicite, que ce soit pour les minutes de silence ou pour ce qu'on doit condamner lorsque quelqu'un s'exprime et qui parle normalement et que peut-être il a un mot de trop. D'accord, on peut avoir un mot de trop, on peut quelquefois dire quelque chose. Voilà, quelquefois il arrive qu'on dise ce qu'on pense. Voilà, c'est horrible. Non, et donc avec un mot qui est un peu, j'avais dit Elon Musk est complètement barjot. Alors, ça a choqué les gens. Oui, et vous l'avez regretté. En tout cas, vous êtes expliqué de ces mots. Oui, je regrette pas de l'avoir dit, parce que c'est exactement ce que je pense. Mais je pense qu'il est vraiment barjot. Mais et puis qu'il est en plus pas sympathique du tout et que sa défense de l'AfD en Allemagne est ignoble. Mais peu importe, c'est pas le problème. Mais c'est du coup. Et je reviens à votre question. On finit, quand on passe à la télévision, par être obligé de parler la langue de bois et puis finalement la langue de caoutchouc, c'est n'importe quoi. Voilà. Et nos politiques, vous les trouvez intéressants quand vous les invitez? Attends, vous êtes bien obligés. Je me garderai bien de vous répondre par l'affirmative. Parce qu'ils disent rien. Vous invitez Barrot, mais il n'y a rien, il n'y a pas un mot qui tient sur le la mot. Dictature de l'émotion, parce qu'on peut être indigné, et on l'est, par ce qui s'est passé dans cette mosquée, mais c'est immonde, bien sûr. Mais c'est pas une raison. Dans ce cas-là, je vous dis, alors qu'on fasse une minute de silence, très bien. Mais alors pourquoi pas pour les autres? Je vous dis, pourquoi pas pour les féminicides? Enfin, quand même, c'est aussi grave, non? Non, mais c'est vrai que ça a suscité au sein même des parlementaires ce même type de débat. Le surmoi et les fistes est en train de gagner toutes les têtes. Voilà, donc parce que les types, ils ont la trouille d'être traités de racistes et d'islamophobes. Voilà, c'est ça en fait. Du coup, comme tout le monde a la trouille, ils sont là, regardez. Alors que les trois quarts qui sont là, mais ils pensent à autre chose. Vous parliez de surmoi insoumis, peut-être que vous utiliserez cette même expression pour commenter cette image de la semaine qui a profondément marqué à l'occasion des défilés du 1er mai. Jérôme Gage, ce député socialiste exfiltré, vivement pris à partie dans des attaques au relent antisémites lors de 2 récentes manifestations parisiennes. Il y a eu celle du 1er mai, il y en a une à l'occasion notamment de la condamnation de ce meurtre islamophobe. Un mot pour qualifier ce qui s'est passé, de cette image? Écoutez, je ne veux pas lui porter la poisse en disant qu'il a toute ma sympathie et tout mon soutien, parce que je pense que c'est pas ce qu'il attend de moi. Mais non, c'est vraiment désolant. La seule chose que je regrette, c'est que voilà, il ait éprouvé le besoin de dire que c'est parce qu'il était socialiste. Alors c'est vrai, parce qu'en même temps, il y a les deux gauches. On voit bien qu'il y a une fracture entre les deux gauches. Irréconciliable. Voilà. Au plus haut point. Au plus haut point. Mais il a quand même été traité de sale sioniste, et je pense que le fait qu'il soit juif était quand même l'essentiel de l'affaire. Voilà. Et là, je trouve que c'est voilà quelque chose qui est absolument révoltant. Et je vous signale là, ce numéro hors série de Valeurs Actuelles, qui a 1 an, mais on peut le trouver facilement. La gauche antisémite. Moi, je ne savais pas, je vais vous dire. Je savais pour Jaurès, que Jaurès était très antisémite, évidemment. Je savais pour Jules Guesde, je connaissais ça. Je savais bien sûr pour Proudhon et même pour Marx. Mais Zola, écoutez ce texte de Zola. On a quelques secondes, mais on y reviendra. Il faudra vraiment qu'on s'y attache, effectivement. 10 secondes, ça 10 suffit secondes.
Parlant des Juifs, Zola, cette race maudite qui n'a plus de patrie, plus de prince, qui vit en parasite chez les nations, feignant de reconnaître les lois, mais en réalité n'obéissant qu'à son Dieu de vol, de sang et de colère. Zola de l'affaire Dreyfus. La gauche antisémite, elle est là contre Gage. Et on y reviendra. Je pense que ça fera aussi l'objet d'une prochaine émission. Vous voyez, ça devrait être interdit, oui. Merci infiniment, Luc Ferry, d'avoir été avec nous. L'heure de Ferry, c'est évidemment votre prochain rendez-vous la semaine prochaine. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants dans LCI Midi Week-end.